Allez, go. Et bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Aperitivo. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette deuxième partie des prémices de la Banterera. Pour parler de tout ça, je suis avec la Dream Team, Guillaume et Yann. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc du coup, si vous n'étiez pas là il y a 2 semaines, on avait parlé de la partie 1 de 2008 à 2010. Je vous la résume très très rapidement. On avait donc un Milan qui sportivement et financièrement c'était beaucoup plus compliqué. Berlusconi qui était passé en autofinancement, sachant que voilà, comme je disais, c'était un peu plus compliqué financièrement, moins de revenus, donc forcément cette politique-là avait beaucoup de mal. Donc Milan commençait à acheter un peu moins et moins cher, mais on avait quand même des jolis noms comme des Ronaldo, des Beckham, des Ronaldinho. Mais on avait en 2019 des départs qui ont marqué le club comme Maldini, Kaka et Ancelotti, qui a passé le flambeau par la suite à Leonardo. Sur le plan sportif, donc j'ai dit sur la scène européenne, Milan était beaucoup moins présent, mais un peu plus en championnat. On a eu des erreurs de casting pas mal, notamment sur tous ces mercatos qu'on a eu entre 2008 et 2010, chose assez inhabituelle, on l'avait dit côté milanais. Et on avait pour finir une équipe très 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 vieillissante, la plus vieille de Serie A, c'était 29 ans et demi, avec des Inzaghi, des Gattuso Mm. et des Ambrosini. Et on s'était arrêté là. Et on allait donc partir de la saison 2010 jusqu'à, vous le voyez, jusqu'à la saison 2014. Et on va donc tout de suite entamer avec cet été 2010, Guillaume, où c'était pas mal mouvementé. Tout à fait, pas mal mouvementé. Milan qui était resté assez enfin voilà, assez froid sur le mercato antécédent de la saison. Mais ce Milan-là décide de réinjecter les 65 millions du transfert de Kaka lors de cet été 2010. Donc tout d'abord, elle va enrôler Massimiliano Allegri, qui est élu coach de l'année avec Cagliari lors de la saison précédente, donc qui débarque en tant que jeune coach. Et ensuite va arriver à avoir un Kevin Prince Boateng, un Socrates, tous deux venant du Genoa. On va avoir un Robinho qui arrive de Manchester City, qui a un peu ce statut d'éternel espoir, mais qui est quand même un joueur, voilà, on peut appeler une star. Et enfin, dans les dernières heures du mercato, elle va signer Ibrahimovic pour 24 millions qui nous provient du Barça. Donc quand même, c'est un mercato avec de l'ambition. Euh, Toujours avec cette politique d'autofinancement, parce qu'on réinjecte les 65 millions qui nous proviennent du transfert de Kaka au Real. Donc, mais avec voilà quand même une certaine ambition. Les cadres de l'effectif qui sont les Nesta, Gattuso, Thiago Silva, euh, Pirlo, Ronaldinho, tout cela sont très hype par l'arrivée d'un Ibrahimovic et d'un Robinho à la pointe de l'attaque pour aider un Inzaghi et un Pato très jeune et bourré de talent. Donc c'est un peu voilà cette hype, on appelle cette partie-là un nouvel espoir. C'est bien ça qui se trame lors de l'été 2010. Quand on voit Yann, justement le fait que Allegri, donc, tu l'as dit Guillaume, hein, qui a été élu meilleur coach de l'année avec Cagliari, l'arrivée d'Ibrahimovic, de Robinho et l'effectif présent actuel, est-ce qu'on pouvait dire que ouais à ce moment-là les choses pouvaient changer, qu'on a eu allez 2, 3 voire 4 ans vraiment où on commençait vraiment à galérer et là est-ce que Milan on peut penser qu'ils sortent la tête de l'eau? Alors, ça leur donne l'impression, en tout cas. On a l'impression de repartir sur un nouveau cycle où on construit cette équipe autour de quelques grosses recrues phares, hein. T'en parles justement, Guillaume, d'Ibrahimovic, de Robinho. Boateng, on l'attend moins, mais au fur et à mesure de la saison, on va voir qu'il va être très, très décisif dans les moments importants. On sait qu'on a un jeune Brésilien en défense centrale, Thiago Silva, qui monte toujours plus en puissance aux côtés de Nesta. On a des patos aussi que ça fait 2 saisons qui performent, enfin qu'on sait que c'est des joueurs qui vont pouvoir performer et qui sont encore très jeunes. Donc on a l'impression qu'on retrouve gentiment un équilibre satisfaisant pour peut-être sortir la tête de l'eau et enfin avoir à nouveau notre mot à dire en Champions League et en championnat. Et puis oui, l'arrivée d'Allegri aussi, c'est aussi, je pense, un coach avec de nouvelles idées. Les idées de Leonardo la saison précédente, on avait remarqué que c'était un coach qui n'était pas forcément fait, il n'avait pas forcément le rôle d'un coach
dans notre équipe. Donc j'ai l'impression, oui, qu'on repart sur du bon pied et qu'on peut avoir de grandes ambitions suite à ce mercato de l'été 2010. C'est encourageant pour toi, Guillaume, quand on voit justement voilà la nomination d'Allegri et les arrivées pour toi. Est-ce que voilà pour toi t'es d'accord avec ça? Oui, oui, bah à ce moment-là, c'est vrai qu'on a cette étiquette un peu d'effectif vieillissant, plus vieux de Serie A, et l'arrivée d'un Ibrahimovic qui est pas tout jeune, hein, il n'arrive pas à 23 ans, il arrive à 29, je crois. 29, ouais. Et D'accord. voilà, et un Robinho aussi qui est dans la fleur de l'âge, qui a 25, 27, peut-être ouais autour de 25 plutôt. Voilà, des arrivées qui sont prometteuses, qui donnent un peu une hype dans le vestiaire. Et oui, en tant que supporter, à ce moment-là, on y croit. On sort de quelques saisons compliquées en Serie A. On loupe la Ligue des Champions, je crois en 2008-2009 ou 2007-2008, je sais plus c'est laquelle des deux saisons, mais on loupe, voilà, on termine cinquième. On est un peu, voilà, on est loin maintenant du Scudetto et à partir de ce moment-là, bah, on a l'Inter qui sort d'une saison extraordinaire, mais derrière, et bah, Milan et peut postuler peut-être et espérer jouer le Scudetto au début de la saison. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire et ce qu'on va gagner, quoi. Alors du coup, ouais, tu parlais du championnat, donc c'est vrai qu'en championnat on se sent très très bien, tu l'as dit, on finit même champion. Mais pourtant, Yann, Milan galère en Ligue des Champions, on finit quand même deuxième derrière le Real en Mm. phase de poule. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que dès les huitièmes de finale, on se fait éliminer face à Tottenham, 1-0 au score cumulé. Pourquoi pour toi, en championnat on y arrive, mais beaucoup moins en Ligue des Champions? Alors moi j'ai l'impression que bah, c'est un peu c'est peut-être les premiers signaux cette élimination en Champions League, c'est que on a certes déjà on part avec un nouveau coach. J'en parle déjà de nos jours avec Pioli. Pour moi, quand on repart avec un nouveau coach, un nouveau système tactique, ça prend du temps. Ça prend du temps pour revenir à un certain niveau. On l'a vu avec la Juve ces dernières années, mais je pense que ça a été les premiers signaux. On voyait quand même qu'on avait un milieu de terrain assez vieillissant. Mm. On avait certes des individualités comme Ibra, comme Pato, qui pouvaient faire le travail, mais on restait quand même avec des Nesta qui étaient un peu sur la fin, on va pas se mentir, même s'il Mm. nous fait une saison 2010-2011 incroyable. Extraordinaire. Il est quand même, on voit que physiquement ça tient ce que ça tient. Au milieu du terrain, les Gattuso, Pirlo, on se souvient hein, de Gattuso, Mm. sa double confrontation là où il va à la fin du match à San Siro, je crois que c'était, il voulait arracher la tête à tout le monde. Mm. C'est les débuts de, voilà, c'est nos joueurs qui commencent à prendre de l'âge où on voit que ces joueurs l'expérience fait certes beaucoup de choses, mais on a l'impression qu'il y a quand même, on a cet effectif vieillissant. Et je pense que dès ce moment-là, on aurait peut-être dû réagir un peu plus vite. Il y a un nouvel espoir parce que du coup, ce Scudetto qui est inattendu au début de la saison, parce que comme je l'ai dit, l'Inter sort d'une énorme saison en 2010. On obtient ce Scudetto et une des conséquences de ce Scudetto, c'est qu'en fait, cet effectif qu'on pensait devoir à renouveler avant l'arrivée d'Allegri, bah, ils sont tous en fin de contrat, les Seedorf, les Gattuso, les Nesta, les Inzaghi, les Ambrosini, et ils vont tous prolonger d'un an. Exit Ronaldinho et Pirlo. Pirlo qui va partir libre de tout contrat à la Juve et Ronaldinho qui va partir pendant le mercato hivernal. Mais à part ces deux-là, tous nos vieux briscards, les sénateurs, comme on les surnomme, prolongent d'un an leur contrat pour voilà surfer un peu sur cette dynamique positive du Milan avec Ibrahimovic, Pato qui fait une très bonne saison, Robinho qui est en 2010-2011 à son prime lors de sa carrière qui est maintenant terminée, mais voilà on peut le dire maintenant c'est sa meilleure saison en club. Donc voilà il y a une vraie hype et on y croit à ce moment-là que en fait la reconstruction qu'on attendait en fait avec tous ces joueurs vieillissants et un Leonardo qui arrive pour faire la balance. En fait, on se dit qu'Allegri va amener tout de suite une nouvelle dynamique et en fait, ça va pas durer si longtemps que ça. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison-là, justement 2010-2011, Guillaume? Bah, du positif, juste voilà, nos vieux briscards prolongent d'un an. Ibrahimovic fait une saison extraordinaire. On a un Pato en très grande forme. Inzaghi qui fait ses matchs. On a un Cassano qui plante. On a un Robinho qui plante. Nos vieux joueurs tiennent leur rang. Donc, on se dit que la saison 2011-2012, en plus, on a un maillot qui est extraordinaire Ouais, à mon magnifique. sens. Donc, on y croit. On a ce beau drapeau d'Italie en plein milieu Exactement. en dessous du col. Donc voilà, on y croit.
Donc c'est très encourageant, Yann, du coup, C'est quand très on voit. encourageant, c'est très encourageant. On voit qu'on a quelques lacunes, notamment en défense centrale. Hein, je parlais de Nesta. Et puis, ben, du coup, le mercato d'été suivant, je trouve qu'en soi est très intelligent. Mm. Parce on sait qu'on a un peu de galère en défenseur central. On fait venir Philippe Mexes, qui était pour moi un excellent défenseur central de Serie A lors de son passage à la Roma, qui a Alors aussi Romain, fait ouais. de bonnes prestations chez nous. C'est un défenseur qui est assez jeune quand même, qui est pas trop vieillissant et qui connaît bien la Serie A. Donc pour moi, c'était très très intelligent. On avait en défenseur gauche Antonini, qui était un peu le point faible de notre équipe. C'était un peu l'Andrea Conti des années Mm. 2010, hein, Antonini, même si on lui prévoyait un bel avenir. On recrute Tai Taiwo, qui était un excellent défenseur gauche, très Mm. puissant, qui peut aussi se porter vers l'avant, qui peut tirer des coups francs en provenance de l'Olympique de Marseille. On a quelques jeunes qui débarquent, je pense notamment à El Shaarawy. Donc pour moi, le mercato d'été 2011 pour la saison 2011-2012 est très bon. On a Aquilani qui était censé aussi devenir un grand joueur, Mm. Qui arrive malheureusement en prêt, hein, qui qui arrive en arrive prêt de en prêt de Liverpool. Liverpool. Et on a ensuite le 31 août, à quelques heures de la fin du mercato, un joueur qui nous vient de Palerme pour 500 000 euros, je crois. C'est Antonio Nocerino qui va Ouais. s'avérer être aussi une excellente recrue pour cette Mm. saison. Donc entre la fin de cette saison 2010-2011 où on gagne et le début de la saison 2011-2012 où on recrute quand même, où pour moi le recrutement est assez intéressant, c'est de bon augure. Après, c'est plus tard qu'on va pour moi faire les grosses erreurs. C'est le mercato d'hiver pour moi, la saison 2011-2012 qui va totalement chambouler notre histoire, mais on en reparle peut-être plus Voilà. tard. Bah, justement, tu me fais une parfaite transition pour parler de cette saison. Donc rapidement sur cette saison-là, Milan termine deuxième en championnat. Donc encore une fois, Milan Mm. se démerde vraiment plutôt bien en championnat. En Ligue des Champions, ils sont éliminés en quart contre le Barça. Pourquoi pas, sachant qu'ils étaient aussi dans la même poule hein, Mm. que le Barça. Et on remporte la Supercoupe d'Italie lors de cette saison-là. Mais là, on a eu encore un été mouvementé, j'ai envie de dire, mais dans le sens des départs, Yann. Bah, donc l'été 2000, tu me parles de l'été 2011, oui. Donc Euh, Quand on a Ibra et Thiago Silva, choses comme ça. ah L'été donc 2012. 2012. 2012, pardon. Ouais. 2012. Donc oui, mais là je voudrais déjà peut-être juste revenir moi sur le mercato Mm. d'hiver de la saison 2011-2012 où pour moi c'est le début de la fin. C'est vraiment une de nos plus grosses erreurs. On a Cassano qui a un problème au cœur, qui peut Mm. plus jouer pendant un moment. On a Pato qui se blesse pour une énième fois, qui est proposé au Paris Saint-Germain pour 50 millions. On sait qu'il est bien aimé de Berlusconi, notamment avec des petites relations avec Madame Barbara Berlusconi. Donc on se dit, ben, on attend encore Pato, on va pas le vendre, on sait que c'est le futur de notre club. On a Tevez Ouais. qui a un dîner près d'arriver chez nous. Et finalement, il y a Ibrahimovic, je crois, une fois qu'il sera en interview, Tevez, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il attend, c'est le retour de Cassano. Et finalement, Cassano va revenir, mais 6 mois après, va partir à l'Inter. Mm. Donc, il nous aura eu. Pato va finalement jamais revenir. Et là, on fait l'erreur pour moi de pas prendre Tevez, qui aurait pu pour moi être un super attaquant pour déjà Mm. nous aider à finir cette saison et éventuellement choper le titre. Et puis bah, pour la suite, parce qu'après après la suite, comme tu le dis, hein, l'été 2011, l'été 2011-2012, l'été 2012 par contre, pardon, c'est l'été de tous les départs. Tous nos sénateurs On qui a tous nos prolongent pas. sénateurs qui ne prolongent pas, qui partent. En Mm. partie, je pense, à cause de cette fin de saison Ouais. qui finit un peu, où on finit pas bien, quoi. Où on ne chope pas ce titre qui était pour moi obligatoire. On a donc Cassano, Gattuso, Seedorf, Nesta, Inzaghi, Zambrotta, Van Bommel aussi, Ouais. qui partent. Il y a Et Cambrosini qui reste il dans y a les anciens. Cambrosini qui reste des anciens. Et après, ce qui fait aussi assez souci, c'est dans les arrivées, quoi. Notre Mm. attaquant phare pour remplacer Thiago Silva, Ibrahimovic qui partent pour soi-disant refaire un fond de caisse Ouais. dans les caisses du club, c'est Pazzini. Pazzini Pazzini en échange avec Cassano, hein. en échange avec Cassano, plus 12 millions, je crois qu'on met quand même Ouais. pour Pazzini. Ouais. Donc on se fait En avoir plus. totalement. J'adore Pazzini, hein, qui a toujours donné le maximum Il fait une très bonne pour saison l'équipe. d'après, ouais, on en Il fait une reparlera, très mais. bonne saison, mais ça reste quand même limité. On a De Jong qui arrive de City, ben c'est en soi Mm. pas une mauvaise opération. Montolivo qui arrive de la Fiorentina, Constant, il est annoncé Acerbi. comme le nouveau Pirlo, ben c'est très Mm. moyen. Acerbi, on a Zapata aussi qui débarque, Boyan. Mm. On se dit que peut-être on va pouvoir lancer Donc, Ouais. le jeune crack du Barça qui joue à la Roma là. Bakaï Traoré, il y en a.
Donc ouais, ce mercato Low d'été cost. 2012-2013, il fait vraiment mal à la tête, rien que de revoir les noms sur les feuilles, Mm. ça fait mal au ventre. Mais c'est surtout dans les départs qu'on va pas combler qu'on se trompe complètement pour moi. Ouais. Alors du coup, est-ce que Milan, Yann, est-ce que Milan n'aurait pas dû mieux se préparer? Est-ce que du coup, on a eu tous les Gattuso, les Inzaghi, voilà, qui prennent leur retraite, vraiment les éléments phares. Est-ce que Milan, alors si on remonte un petit peu, il y a 1 an, 2 ans, aurait pas dû recruter peut-être plus jeune pour justement mieux faire cette période de transition? Bah, pour moi, c'est depuis la finale de 2007, hein. Je me souviens d'un journaliste suisse à la suite de la finale d'Athènes 2007 qui disait, là, on a vu les deux équipes, Liverpool non, on a vu l'AC Milan ce soir qui gagne la Champions League avec un effectif très, très vieillissant. Ils devront réagir au plus vite parce que pour moi, les joueurs qu'ils ont, ils vont plus faire, ça va être compliqué. Et pour moi, dès cette période-là, on aurait dû aller commencer à préparer le futur et recruter quelques jeunes. Je peux plus te dire maintenant exactement quel nom aurait pu être bon pour nous, mais qui sont entourés par cette immense équipe de Pirlo, de Gattuso, de Seedorf, de Nesta, et gentiment construire le futur par rapport à ça. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas fait. On a eu des recrues, des Ronaldinho, des Ronaldo, qui c'était des recrues un peu en urgence pour sur le présent faire quelque chose, mais sur le long terme, on n'a rien préparé et on le Mm. paye vraiment, toute cette non-préparation, on la paye pour moi vraiment lors de cette saison 2012-2013 où tous nos sénateurs partent. Ouais. Quand on voit justement Guillaume tous les départs, que ce soit de Thiago Silva, Ibra, ou même voilà, les Gattuso, les Inzaghi, est-ce qu'on pouvait s'attendre à des répercussions ou pas sur le plan financier? Oui, on pouvait s'y attendre, il fallait l'anticiper. On l'a vu, si tu veux bien me mettre le tableau sur les abonnements, tout d'abord au niveau du public et des spectateurs. Je sais pas si tu Ah, c'est vas pouvoir me le celui-ci, c'est donner. pour lui. Est-ce que c'est lui? C'est celui-là, effectivement, voilà, c'est celui-là. Ok. Donc tu vois que le départ de Kaka, de Maldini, d'Ancelotti a créé déjà cette baisse des abonnements qu'on a essayé de combler vite, Galliani et Berlusconi avec les arrivées en fanfare de Ibrahimovic, Robinho, etc. Mais lors du départ des sénateurs, à ce moment-là, les dirigeants, je pense, se le disent et se disent on va avoir un effet Kaka-Ancelotti qui risque d'être même encore pire, puisqu'au final, on va perdre littéralement tous nos effectifs, tous nos joueurs de cœur. Et là à mon sens, Berlusconi et Galliani font l'erreur, c'est que en sachant ça, ils vont se dire bon, bah, faut quand même récupérer de l'argent de tout ça. On va accepter l'offre de Leonardo et d'Ancelotti au PSG, de leur vendre Thiago Silva qui prolonge 2 semaines avant de son contrat de 5 ans. Donc ça, c'est quand même une sacrée fleur que nous fait Thiago Silva parce qu'il est à 2 doigts de partir pour 15 millions. Mais juste avant de partir au PSG, il prolonge de 5 ans, ce qui fait que c'est lui qui est vendu pour 40 millions au PSG et Ibra pour 20 millions. Mais oui, il y a ce truc de, en fait, Galliani et Berlusconi euh, font l'erreur de ne pas s'appuyer justement sur Ibrahimovic et Thiago Silva pour accélérer sa phase de reconstruction et reconstruire autour de ces deux joueurs-là qui sont installés, qui sont des cadres dans le vestiaire, qui ont pris le flambeau de Seedorf, de Gattuso, de Nesta. Et en fait, Milan, même si elle est surtout amputée de toutes ses stars lors de ce mercato, elle va être surtout amputée de tous ses cadres. Et en fait, à part Abbiati, il reste plus personne. Et Ambrosini, mais Ambrosini, toute proportion gardée, mais à part Abbiati, il n'y a plus aucun cadre de vestiaire, patron de vestiaire, quelqu'un qui peut inculquer à ces jeunes joueurs ce que c'est être voilà, le Milan AC. Donc il y a cette erreur-là qui est faite, donc on va le voir, hein, il y a des répercussions sur la billetterie. Euh, mais voilà, je crois que ça passe de 31 millions à 24 millions la Ouais. billetterie. 31 000, je dis une grosse bêtise, 31 000 abonnements à 24 000 abonnements. Donc on perd 21% de nos abonnements durant cet été, ce qui est énorme. Ouais, Et c'est énorme. on se souvient de cette période des matchs à San Siro, il y avait des bâches comme maintenant on trouve dans les stades vides en Première Ligue par exemple. Mm. Je me souviens c'était du côté du virage nord, je crois, sur la tribune verte où il y avait des bâches pour combler les vides tellement certains matchs le stade paraissait pratiquement Ouais. vide dans les matchs à San Siro. Quelle tristesse quand on repense à cette période-là. On Mm. parle là justement des soucis économiques, mais c'est vrai que moi ça date pas de cette saison. En plus, Guillaume, ça date
vraiment de plusieurs années, mais au Ah, final, ouais. Ça qu'est-ce qui fait cloche depuis vraiment au 2000, final? ça fait depuis 2008 que Milan a des finances dans le rouge, dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne. Ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas eu un bilan positif. 2007 même, 2008 ou 2007, je sais plus. Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Non, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Qu'est-ce qui cloche? Il y a plusieurs choses. Du coup, il y a ça. Il y a le facteur numéro un, c'est que Milan a une masse salariale beaucoup trop élevée. C'est-à-dire que en fait, Milan, là, c'est pareil. Je vais peut-être avoir besoin d'un de tes tableaux. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quand on voit les Milan ce que gagne le Milan sur l'année, elle va avoir des revenus du coup sur les droits télé. Donc ça, c'est en 2013. Donc c'est la saison qui suit. Donc Milan, qui n'est plus champion d'Italie, donc déjà ses droits TV baissent de 20 millions. Donc, on a 119 millions de droits TV qui tombent. On a les ventes de billets, on l'a dit, qui sont à 28 millions. Mais finalement, donc tout ça, on est à une somme aux alentours de 130, 140 millions, de 140 millions plutôt. Mais en fait, c'est que la masse salariale de l'AC Milan est de 150 millions. Donc, en fait, tous nos joueurs, tous les salaires du club, et donc notamment de nos 23 joueurs, et ben en fait, elle prend déjà tout l'argent qu'on a de nos droits TV en championnat et en Europe et de notre billetterie. Donc à partir de ce moment-là, déjà c'est problématique. On a certains revenus commerciaux à côté qui nous permettent un peu de combler ce déficit, mais déjà à la fin de cette année 2013, euh, qui se termine, donc c'est le bilan comptable, donc c'est à la fin de l'année civile, hein, j'entends, et ben on a déjà un déficit de moins 15 millions, ce qui est énorme. Et donc, du coup, on a vraiment cette masse salariale. Et ce qui est problématique, c'est que, en fait, tous nos gros joueurs sont partis, entre guillemets, tous nos tauliers sont partis. Donc là, en fait, on surpaye des joueurs dont on attend qu'ils explosent. Donc, en fait, on part déjà avec un prix plancher, un salaire plancher pour ces joueurs qui va ne faire qu'augmenter si ces joueurs viennent à être performants, viennent à renouveler le contrat, comme on le voit cette année avec les Hakan, les Donnarumma, les caissiers. Donc, en fait, on s'inscrit directement dans le rouge sur les finances. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième gros problème, c'est également qu'en fait, on ne possède pas notre stade. C'est que, en fait, même si ça peut paraître ridicule sur le plan comptable et qu'on se dit, en fait, c'est une broutille quand on voit les sommes dont on parle dans le monde du football, Milan paye à la ville du Milan la location du San Siro à raison de 4 millions par an. Donc, en fait, on se dit, c'est une broutille, 4 millions par an. En fait, ça change rien. C'est rien du tout. Mais en fait, elle signe un bail de 30 ans. Donc, ce qui fait 4 millions x 3, c'est 120 millions. Et à côté de ça, donc en fait, on a un bail de 120 millions sur 30 ans pour être toujours locataire à la fin de ces 30 ans-là. Tandis qu'à côté de nous, on a la Juventus qui a dépensé 150 millions pour son propre stade. Et ensuite, avec tous les revenus. Et pourquoi en fait c'est important dans le monde d'aujourd'hui d'être propriétaire de son stade? C'est tout simplement pour diversifier ses sources de revenus et pour ne pas être dépendant des droits TV. On l'a vu comment ça a été problématique cette année pour les clubs français avec l'explosion avec Mediapro et la chaîne Téléfoot, que tous les clubs français sont dans le rouge parce qu'elles ne possèdent pas leur stade et elles sont juste purement et simplement dépendantes de, de, des droits TV, à part le PSG et Lyon qui ont leur stade. PSG qui a un accord, mais qui quand même a quasiment tout le Parc des Princes. Mais du coup, c'est important. Et quand on le voit aussi lors de l'année 2014, je crois qu'il y a une étude qui est faite sur les 15 plus grands clubs, donc à l'indice UEFA, les 15 meilleurs clubs d'Europe, et bah, sur les 15, il y a 12 de ces 15 clubs qui possèdent leur stade. Et seules 3 équipes ne possèdent pas leur stade. Il s'agit de l'AC Milan et d'Inter de Milan et de Lyon qui, depuis 2014, est maintenant propriétaire du Groupama Stadium. Donc en fait, il y a vraiment une importance de ça. Et nous, en fait, au lieu de pouvoir créer notre stade, on l'a vu, ça aussi dans mes recherches pour cette émission, j'ai vu que le Bayern Munich, quand elle crée son stade, qui est l'Allianz Arena, lors des 2-3 premières années d'activité et en étant dans ce stade dont ils sont propriétaires, elles augmentent le chiffre d'affaires de 60 millions. Donc en fait, ça a vraiment une importance et Milan loupe cette transition. On la loupe encore aujourd'hui parce que du coup, ça fait 10 ans qu'on est dans cette crise et qu'on parle, voilà, en 2013 de moins 15 millions. On est en dette de moins 15 millions, mais la dette actuelle du Milan, elle s'élève à 190 millions. Donc, je voulais juste imaginer ce que ça représente. Quand je vous parle de 15 millions de dettes parce que les salaires sont supérieurs aux droits TV, etc.,
Bah là, à l'heure actuelle, on est à 195 millions de dettes. Donc même si c'est une dette qui est cumulée, hein, c'est pas une dette que sur l'exercice, hein, sinon Milan n'existerait plus, mais c'est une dette qu'on se tient depuis un moment. Après là, avec les récentes performances, elle devrait d'ici à le prochain exercice être divisée par deux. Donc on aurait toujours une dette, mais qui serait beaucoup moins élevée, peut-être autour de 80 millions à la fin du prochain exercice, grâce aux performances, grâce à voilà à notamment l'espèce de crypto-monnaie qui est lancée, le projet du nouveau parc, l'amortissement des joueurs. On a quand même vachement réduit les salaires. Mais là, à l'heure où on parle en 2013-2014, j'espère que c'est clair hein, tout ce que je dis, parce que je sais pas ce qui est dit dans le chat, mais j'espère que c'est assez clair. Mais en tout cas, ouais, il y a une vraie transition et ça s'explique purement et simplement par le fait qu'on surpaye des joueurs qui sont justes et qui viennent d'arriver et qui ont encore rien prouvé, et que finalement, on a une baisse de nos revenus en abonnement parce que voilà, le Milan fait moins rêver, il y a moins de stars, on remplace Gattuso par Montolivo, on remplace Nesta par Mexes, enfin voilà, ce genre de choses qui fait que en fait ça fait plus rêver, on remplace Ibrahimovic par Pazzini, enfin voilà, c'est ce genre de choses qui fait que les abonnements, il y a moins de personnes qui viennent voir le Milan, et puis derrière, les droits TV aussi qui sont moindres parce que Milan fait moins rêver, Milan ne passe plus en horaire de prime time, et du coup tous les contrats sont revus à la baisse. Je vais peut-être dire un truc bête, hein, mais est-ce que Milan, admettons, est-ce que là je reviens sur le stade, mais est-ce Ouais. que Milan, je dis n'importe quoi, admettons, ils auraient arrêté la location du stade. Est-ce qu'ils n'auraient pas eu encore pour plus cher justement de refaire un stade en fait? Ils ont, alors, pour refaire un stade, oui, non, ça dépend parce que du coup, il y aurait eu cette problématique avec l'Inter et c'est ce qui est vu actuellement. On parle d'un stade codétenu par l'Inter et le Milan. Là, à l'heure actuelle, l'Inter et le Milan louent le stade à la ville, à la municipalité de Milan. Mais non, ça aurait pas coûté plus cher. Il y avait cette discussion de détenir le San Siro, Giuseppe Meazza, mais le prix demandé par la ville de Milan était trop élevé. Du coup, Milan, donc s'il avait été négocié à cette époque-là où les clubs, les grands clubs devenaient propriétaires, Milan et l'Inter avaient préféré continuer à payer cette location. Mais on le voit maintenant aujourd'hui dans le monde du football actuel où on n'achète plus des top joueurs à 40 millions, mais on les achète à 220 millions. Et ben maintenant, ça devient fondamental de diversifier un maximum ses revenus en fait pour acquérir, Hmm. voilà, pour que plus avoir à louer. C'est comme pour tout en fait, de devenir propriétaire le plus rapidement de ton truc, même si tu prends un crédit. Au moins, c'est plus de l'argent jeté par Ouais. les fenêtres. Bah, ça Hmm. s'applique au foot aussi. Je vois dans le chat quelqu'un qui demande sur le contrat avec Oui. Emirates. On sait, Tout à fait. ça avait été renouvelé cette saison, ça, non? Ça avait été renouvelé cette saison. Ça avait été d'abord renouvelé à la baisse lors de ces années-là, après les départs de nos sénateurs. Ça avait d'abord baissé dans un premier temps. Parce que voilà, tout simplement, Milan était moins sexy, allait quitter la Ligue des Champions après cette saison 2014. Donc déjà, il avait été revu à la baisse. Et là, aujourd'hui, on l'a vu cette année, je sais plus quels sont les chiffres qui ont été négociés par Gazidis, mais c'est une broutille. Je crois qu'il y a des clubs, je crois que Sassuolo gagne beaucoup plus d'argent avec leur Mapei sur sponsor maillot que nous avec Fly Emirates. Alors, ils ont un Ah meilleur ouais? contrat avec. Ouais, ouais, c'est affolant. Je crois qu'on gagne même pas 8 millions par an Ouais, je trouve pour que c'est Fly pas Emirates. incroyable. C'est un truc comme ça. Ok. Après, il y a un gros travail. Après, quelque chose on a beaucoup craché sur Gazidis Ah, maintenant, il y a un de travail de nos jours. ouf. Mais le travail de Gazidis, c'est cette saison, Ouais. avec Rock Nation, Mm. qu'est-ce qu'il a, avec Bioscaline aussi, avec BMW. BMW qui vient d'arriver. Il y a vraiment un immense travail qui est fait Mais, avec FIFA aussi. mm, Il y a vraiment un immense travail qui est fait par Gazidis et ça faut le féliciter mais pour grâce à quoi? Grâce à l'arrivée d'Ibra, grâce aux aussi. performances qui sont sorties de tout ça. Si on fait pas ce restart avec cette invincibilité sur l'année civile, on les a pas ces contrats. Donc c'est pour ça qu'il y a cette vraie question de est-ce que même si Milan finit cinquième cette saison, est-ce qu'on peut parler de Banterera ou pas? Ou est-ce que la Banterera se prolonge? Parce qu'au niveau des finances, non, mais peut-être que sportivement on en parlera encore. On se dira, bah, en fait on est toujours en Hmm. Banterera parce qu'on n'a pas la Ligue des Champions. Mais au niveau des finances, même si on reste dans le rouge, on s'éloigne quand même d'une grosse crise, quoi. Le fair play financier qui va partir aussi. Donc voilà. Mais du coup, Yann, parce que du coup là, Guillaume, il a parlé pas mal de chiffres, et justement, quand on voit tous les revenus sponsors qui sont revus à la baisse, les revenus qui sont moindres, est-ce qu'au final c'était prévisible tout ça?
Ah, c'est la base du foot, c'est quand même, ça revient quand même aux résultats sportifs, hein, au droit TV, à tout. Et ça, bah, c'est pourquoi c'est à la baisse dans ces années-là. Bah, comme Guillaume l'a dit juste avant, hein, t'as des Nesta, des Inzaghi, des Cassano, des Gattuso qui t'ont fait rêver toute ta jeunesse, et tout à coup, tu passes à un milieu de terrain avec, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs, mais tu passes avec un Nocerino, avec un Montolivo, qui est-ce qu'on avait encore dans la Dream Team là? Je sais plus, avec un Pazzini en attaque, ça fait nettement moins rêver, ça fait acheter moins de maillots, ça fait moins de personnes qui vont vouloir se déplacer à Milan pour aller voir un match, ça fait moins de personnes qui ont envie de débourser par mois je ne sais quelle somme pour avoir tous les droits TV et regarder tous les matchs. Et donc ça a des répercussions ensuite financières qui entraînent ensuite une sorte d'effet boule de neige. Et ça continue comme ça. Donc c'est vrai que c'est malheureusement, oui, c'est les résultats sportifs, c'est là comme la base du foot et c'est bah, ça a les répercussions que ça a avec tout ce qu'il y a autour. Parce que tu vois, pour continuer sur quelques chiffres, mais pour donner une idée de ces deux saisons qui ont été fondamentales entre 2013-2014, enfin, ouais, 2012-2013 et 2013-2014, c'est qu'en fait, la billetterie, elle continue de dégringoler. Les droits TV passent de 119 millions à 89 millions. Les revenus commerciaux aussi sont en chute libre. Et du coup, d'une année à l'autre, Milan, qui à la fin de l'année 2012-2013 est à moins 15 millions de dettes, à 15 millions de dettes, et ben l'année d'après, Milan est à 91 millions de dettes. Et en fait, en une année, Milan s'effondre parce que à la fin de l'année, on n'est pas en Ligue des Champions, on va finir huitième. Il y a tout ça en fait, et du coup, bah, ça va entraîner ouais, cette Banterera au niveau des finances. Voilà. Et ça, justement, Guillaume, est-ce qu'on aurait pu anticiper tout ça? Bah, comme je te dis, on aurait pu l'anticiper dans le sens où si on n'avait pas fait les avis d'argent en nous séparant le même mercato de nos sénateurs qui on savait aller partir, mais de nos deux grosses sources de revenus, aussi bien financières que sportives, c'était Ibrahimovic et Thiago Silva. On aurait pu l'anticiper de se dire bon bah ok, on a des offres intéressantes de Leonardo au PSG pour Thiago Silva et Ibrahimovic, on a besoin d'argent, bah, on va peut-être attendre un peu parce que peut-être que Ibrahimovic, il peut nous assurer 6 mois cette transition, quoi, et permettre à Allegri de pas changer 9 de ses 11 titulaires en l'espace de 2 mois d'été. Hum. Donc oui, je pense il y avait de quoi l'anticiper. Après, je pense que le mal était déjà fait à ce moment-là. C'est-à-dire que vous l'avez bien dit au tout début de l'émission, c'est pour ça qu'on a fait aussi une partie 1 sur la période 2006, 2006-2008, mais jusqu'à 2010, c'est que le mal était fait quelque part avant, avec des premières erreurs de casting, avec des résultats un peu mitigés, avec un renouvellement qui tardait. Voilà, les joueurs, même si on était très content qu'ils prolongent tous d'un an, bah derrière, on n'avait pas anticipé le mercato. Ouais. On aurait dû recruter, comme l'a dit Yann, faire ce truc au mercato d'hiver, essayer de un peu recruter les joueurs, quitte à mettre 50 millions sur un mercato d'hiver, mais pour que ces joueurs s'imprègnent pendant 6 mois de ces Gattuso, de ces Nesta en fin de carrière pour ensuite mieux aborder la saison d'après La sans eux, en suite, ouais. fait. Et c'est là, en fait, où on aurait dû l'anticiper. Et là, on l'a pas fait. Et même avant, il y a ce mercato d'hiver premièrement, mais même Mm. avant, pour moi, depuis 2000, depuis 2007, hein, depuis cette finale Ouais. gagnée où on est au sommet de notre gloire, mais on voit qu'on n'arrivera à pas grand-chose par la suite. On aurait dû, pour moi, tout de suite réagir, mais malheureusement, on l'a pas fait. Mm. On va passer maintenant à la saison 2012-2013 où on peut le dire, où c'est un peu le début de la catastrophe. On a un Ouais. Milan qui est en grande difficulté hein, lors de cet exercice. On est éliminé dès les huitièmes de finale après avoir mené 2-0 face au Barça. Au final, on se prend une remontée 4-0 en coupe. On est éliminé pareil en quart de finale. On arrache à la toute dernière seconde face à Sienne une qualif pour la Ligue des Champions. Mais notre saison, au final, est-ce qu'elle tient pas sur deux individualités, Guillaume? Si, si, complètement. De la première partie de saison, on est ultra dépendant d'un El Shaarawy qui est juste exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté, on pleure nos départs, on pleure tous ces départs. On a un El Shaarawy qui fait le spectacle, qui nous sort de nulle part et qui fait une première partie de saison magnifique. Donc aux côtés de Pazzini, il est aligné aux côtés de Pazzini qui lui va faire une très bonne saison vu qu'il va tourner à 15 buts en championnat en Serie A. Mais on a El Shaarawy qui met 14 buts sur la première partie de saison, donc sur 18 matchs.
sans compter les passes décisives. Donc, on a vraiment une dépendance d'El Shaarawy. Et ce qui va être intéressant et ce qui va poser un gros point d'interrogation, c'est finalement là tout ce qu'on a dit que Milan a pris du temps à se reconstruire, à un peu anticiper le départ de ses fortes têtes. C'est que Milan va signer Mario Balotelli pour 20 millions. Voilà, avec en tant que superstar pour le coup, parce qu'il a une très bonne cote en Italie. C'est l'attaquant de la Squadra Azzurra qui a fait un magnifique parcours en 2012. Enfin, on a vraiment une belle étiquette, une bonne image de Balotelli. Et on signe ce joueur de City pour 20 millions, ce qu'on appelle un braquage à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Et Balotelli va faire une demi-saison, donc les 6 mois de la phase retour, exceptionnelle, où il va marquer 12 buts, où il va être vraiment très clutch, il va très vite rentrer dans le groupe et s'imprégner. Il va marquer dès les premiers matchs, je crois qu'il marque 5 buts sur ses 5 premiers matchs, Il met un quelque chose doublé comme ça. pour son premier match Il face met à un l'Udinese, il met un doublé. doublé. Il y a un des matchs qui marque pas, mais je crois que sur les 5 premiers matchs, il met 5 buts, ou en tout cas, il est ultra décisif. Donc, on a El Shaarawy, par contre, qui est beaucoup plus, qu'on voit plus, en fait, Ouais. qui est dans l'ombre de Balotelli. À ce moment-là, on a un Robinho qui est aligné à droite. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Boateng ou Robinho qui est aligné à droite. C'est Balotelli en neuf, et c'est El Shaarawy sur le côté gauche, mais qui, au fur et à mesure, bah, on va moins le voir. Donc, on a ce regret de se dire, El Shaarawy, comment en un hiver, il a pu passer de 14 buts à 2 buts sur la phase retour. Mais à côté, on a ce plaisir à voir un Balotelli qui en veut, qui aborde un magnifique maillot 45. Voilà, un Pazzini qui, avec ses bouts de match, arrive à quand même à mettre 15 buts dans la saison. Et du coup, on arrache cette troisième place avec un effectif quand même où c'était pas gagné, avec un HRB en titulaire en défense avec Mexes, avec un Montolivo au milieu de terrain, avec un Ambrosini, voilà, avec un Abaté d'un côté, un Anthony de l'autre. Enfin, c'est vraiment loin d'être gagné, mais on arrache quand même grâce à ces deux individualités. Toi, quand on entend le mot Balotelli, justement, Yann, à ce moment-là, à quoi on peut s'attendre? Bah, on a quand même peur parce qu'on sait que les dernières folies de Balotelli à Manchester City, c'était une sorte de début de bagarre avec Mancini comme coach, qu'il a mis le feu à sa maison en faisant Ouais, exploser un des feu feux d'artifice. Ouais, d'artifice. c'est vrai. On sait, déjà à ce moment-là, il est très jeune, hein. Je crois à 18 ans, il faisait partie de la liste des Ballons d'Or avec City. Il fait partie de l'époque dorée de City qui va se terminer cette année d'ailleurs avec le départ d'Aguero du titre là qui est gagné dans les dernières secondes face à United. Et donc c'est quand même un excellent joueur, mais on sait aussi que c'est le bad boy du football italien. Déjà à cet âge-là, on sait que c'est le bad boy du football italien et ça fait un peu souci. Donc on sait que le talent est là, mais on a peur des répercussions de tout ce qui est extra sportif. Mm. Et on se dit, ben peut-être qu'en arrivant dans son club, qui est son club de cœur, hein, il l'a toujours dit, Balotelli, que c'était le club qu'il aimait, l'AC Milan, qu'il arrive dans une si grande institution qui est quand même dirigée par un Silvio Berlusconi, on se dit que ça va tenir la route, qu'il va y arriver. Et puis ben finalement, ben, on verra plus tard, mais ça va durer 6 mois. Bon, il Mm. nous fait 6 excellents premiers bons mois, hein, Ouais, comme tu après, l'as Ouais, ouais. dit. clairement. Il Euh, est pas, je sais plus à combien il tourne la saison d'après, mais c'est pas non plus c'est pas horrible. non plus horrible, mais on voit petit à petit Mm, ce qu'on s'imaginait au départ, c'est-à-dire un Balotelli qui commence sur les chapeaux de roue, qui se met dans les rangs au départ et qui mm, petit à petit accorde plus de temps pour la nightlife milanaise, aller trouver une nouvelle compagne et toutes ce genre de choses. Il prend plus de temps à réagir à la presse, à s'énerver face à certaines critiques qui sont pour moi moindres et qu'un footballeur devrait pouvoir passer à ouais. travers. Mais voilà, il retombe un peu dans ses travers, Balotelli. Et puis bah c'est un peu dommage parce que c'est vraiment le joueur sur qui on voulait s'appuyer pour construire notre futur. Et puis on Mm. le voit sur cette deuxième partie de saison où s'il n'était pas venu pour moi, on retrouverait jamais la Champions League. Et le souci, si on veut poursuivre, c'est parce que c'est peut-être ça, on poursuit sur la saison d'après, du coup. Alors, je voulais juste rajouter, moi, un petit truc là Ouais, pour cette vas-y. saison-là. C'est vrai qu'on est un peu passé par toutes les émotions, surtout en Ligue des Champions, où on mène 2-0 face au Barça, au match aller, on sort complètement un match énorme avec par exemple, une place d'El Shaarawy pour Muntari, qui Mm, vient fusiller Victor Valdés. Et c'est vrai que, au final, il y a la défaite 4-0 au match retour. Il y a le poteau de N'Banyang qui aurait pu complètement changer la donne. ouais. En championnat, on arrache dans les toutes dernières secondes la victoire face à Sienne qui nous permet d'aller en
préliminaires de la Ligue des Champions. Est-ce que justement là, Guillaume, on se dit pas que ça tient plus qu'à un fil avant qu'on passe totalement d'un côté Banterera, mais à 1000%. Mais franchement, on est quand même pas loin de passer face au Barça, hein. Tu l'as dit, on gagne 2-0 à l'aller, Ouais, on en mange 4 au retour. Mais à ce moment-là, on n'est pas le droit d'un hold-up avec une équipe quand même. Quand on la voit passer chaque année, cette équipe qui a failli battre le Barça, c'était un hold-up. Je suis C'est pas une sûr qu'on erreur. allait plus loin, mais quand même, on s'arrachait. C'est le quart de finale à ce moment-là, c'est ça? quart de Ouais. On, s- finale, ouais. ouais, on était pas Non, loin non, de. je dis des bêtises. C'est huitième. Non, C'est non, huitième. C'est t'es sûr? huitième. Il me semble que c'est quart de finale parce qu'on peut pas. On les a en poule. On les a en poule. On a un huitième de finale. Non, non, c'est ça. On a un huitième de finale face à une autre équipe. Ensuite, on les rejoue en quart parce qu'on peut pas les jouer en huitième. T'as fait raison. Là, c'est t'as fait raison. T'as fait Enfin, raison. Ouais, ouais. je sais plus c'est qui le huitième de finale. Bah, c'est Arsenal. Non, ah non, c'est Arsenal, c'est rien à voir. C'est la saison L'Arsenal, d'Ibrahimovic. c'est la Non, saison non, non. précédente. Mais je sais qu'on joue une autre équipe et ensuite on les rejoue en quart. Il y a ce 2-0 et Non, ensuite non, on se. c'est huitième de finale parce on n'est pas avec le Barça Ah ouais? lors de cette saison-là. On est Anderlecht, Zenit Saint-Pétersbourg et Malaga. D'accord, ok, bon, t'as Et on raison. tombe contre le Barça Ok. en huitième. Ouais, donc tu vois, je suis même pas sûr qu'on passait le cap d'après, tu vois. Peut-être qu'on battait sur voilà, une double confrontation. On a vu, ça a été un match à sens unique au retour. Quoique si jamais Mbanyang touche pas le poteau, bah, Ça il change y a beaucoup de choses, en 2-0 fait. et 1-0. Ouais. Non mais voilà, mais on peut refaire le film. Mais je pense que non, ça aurait fait, voilà, comme ce Scudetto, ça aurait fait que retarder cette échéance qui était inévitable vu les finances. Mais sportivement, voilà, on s'arrache quand même parce qu'on a quand même trois joueurs qui tournent à plus de 10 buts sur la saison. El Shaarawy à 16, Padini à 15 et Balotelli à 12. Ce qui va être problématique, c'est la saison d'après, où en fait El Shaarawy va pas planter, va mettre deux buts dans la saison parce qu'il va passer une partie blessée, etc. Ça va être très compliqué pour lui. On va avoir un Padini qui, pareil, va pas du tout être décisif. Padini, je sais même pas, il est à deux buts, pareil, sur la saison. C'est complètement ouf. Et du coup, on a un Balotelli qui carbure tout seul. Et là, on va rappeler en catastrophe un Kaka, que bon, là pour le coup, il vaut plus 65 millions, Kaka, parce que c'est Ah un non. beau flop au Real. Et du coup, on va avoir un Kaka qui va quand même marquer 7 buts dans cette saison, mais qui va être le deuxième buteur, meilleur buteur du Milan lors de cette saison 2013-2014 avec 7 buts. Donc on passe de quasiment 30, un peu plus, on passe de 40 buts répartis à 3 joueurs à 21 buts répartis sur 2 joueurs. Donc au final, Milan finit huitième du championnat. On a Allegri qui est limogé à Après une l'hiver parce défaite que face à Sassuolo, là, on s'en souvient. voilà. Parce que Milan, lors de la phase aller, donc les 19 matchs, n'arrivera jamais à enchaîner deux victoires consécutives. Il y a en aucun cas Milan arrivera à ça. On a des éclaircies, on signe un Adil Rami qui s'adapte assez vite et là on se retrouve avec la défense de Laurent Blanc, Mexes Rami. Exact. On a un Tarapt qui nous offre de belles choses sur les 6 mois qu'il fait, mais on a un Robinho qui est l'ombre de lui-même. Et voilà, et puis on se retrouve là pour le coup lors de cette saison-là avec des Poli, des Walter Birsa, avec des joueurs qui voilà qui feraient retourner leur tombe ceux qui Ah, sont vraiment. partis voilà les fans du Milan qui sont partis dans les années 90 ou 2000. Si jamais ils auraient assisté à cette équipe-là dont notre génération à nous avons pleinement connu, bah ouais, il y avait de quoi se mettre une balle parce que franchement, c'était pas joli. Il y a aussi Matri qui était arrivé pour 12 millions On de la a Matri, Juventus. voilà, et puis ça, c'est tout ça, c'est l'histoire du fameux numéro 9. Nous, on a déjà fait une émission, mais voilà, c'est tout ça. Et c'est conditionné avec vraiment tous ces échecs, aussi bien sportifs et financiers. Mais à la fin, voilà, c'était une bombe à retardement. Elle a explosé lors de cette saison 2013-2014 avec l'éviction de Allegri. Et puis ensuite, voilà, on reviendra sur la bande Terrera quand on sera sûr qu'elle soit bien terminée. Tu vois, quand on sera bel et bien de retour en Ligue des Champions, on aura l'occasion de faire plusieurs émissions sur ces saisons-là avec plus de rigolade parce qu'on en sera sorti. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes liés aux entraîneurs avec Seedorf, Inzaghi qui sont tous, voilà, on a l'impression que c'est des gâchettes utilisées par Gallieni et Berlusconi, des anciennes gloires qui viennent se flinguer leur réputation en 6 mois en prenant ce poste et cette patate chaude au poste d'entraîneur parce qu'ils ont des groupes qui changent d'une année à l'autre. On a eu pendant 3-4 étés sur ces 8 ans ces fameuses reconstruction. Ce fameux cette année, c'est la bonne.
avec voilà nos dirigeants chinois qui ont fait ce mercato avec les Bonucci et tout. Enfin, voilà, c'est quelque chose quand même. Cette Banterera, j'ai l'impression de voir le bout du tunnel, mais on l'a vu, hein, Milan a quand même grillé beaucoup de cartouches Ouais, sur cette phase retour. Et maintenant, on n'a plus que 4 points d'avance sur la Lazio, sur le Napoli 5e. ouais, Naples. Voilà, tout, c'est pas encore fait. Yann, tu voulais rebondir? Moi j'ai une petite chose que j'ai vue cet après-midi en faisant des recherches sur ce mercato d'été à l'été 2013. Est-ce que vous savez quel a été, je pense, notre plus grand coup? Notre meilleur coup de mercato fait par Galliani. Ouais. C'est un joueur qui arrive le 1er juillet 2013. C'est Honda, c'est qui? C'est un gardien de but Agazzi? Non? Bah non. Donnarumma. qui Ah, arrive non. pour 250 000 euros du C'est Napoli. Il a 14 ans à Donnarumma. Ouais, l'époque. si, si. C'est Gianluigi Donnarumma qui arrive le Mm. 1er Bien vu. juillet 2013 à Milan pour la somme de 250 000 euros de Mm. Napoli. Il vient pour l'équipe réserve. Et j'avais totalement, enfin, je m'étais pas imaginé qu'il arrivait déjà en 2013 au club, Donnarumma. Mm. Et Ouais, du avec ce coup, maillot-là. c'est vrai que Donnarumma arrive cet été-là en même temps que Brian Cristante aussi qui arrive pour aider la Primavera à garder son statut en Serie A, je crois, si je me Mm. trompe pas. Voilà. Mais dans ces choix aussi, un peu, entre guillemets, foireux, il y a aussi l'arrivée de Keisuke Honda, qui, lui, Ah, symbolise un l'hiver, peu, ouais. voilà, ce qu'on a voulu tenter de faire, de reproduire avec le modèle Beckham, cette star, sur un continent pour ramener un peu de hype et voilà, ce truc de Milan qui s'engouffre dans une crise financière. On veut en sortir. On va tenter ce qui avait bien marché à l'époque avec Beckham qui arrive de MLS avec tout ce que entoure et englobe Beckham, cette un peu arrivée marketing et qui ensuite sportivement fonctionne très bien. Galliani et Berlusconi veulent reproduire le coup avec Keisuke Honda qui arrive, je sais plus, je crois, il arrive CSKA Moscou. C'est ce qu'à Moscou, CSKA ouais. Moscou, c'est ça, il arrive de Russie, mais avec cette dimension de meilleur joueur asiatique, avec, voilà, c'est un joueur qui est idolâtré là-bas. On lui donne le Euh, 10, hein, il lui d'ailleurs. donne le Ouais. 10. Voilà, avec ce statut, pas de superstar, parce qu'on se dit pas, il y a Kaka aussi à cette période-là, donc il vient pas avec le statut de superstar. Mais par contre, économiquement, Milan pense faire un énorme coup avec Keisuke Honda. On commence à avoir des derbies qui sont joués à 12h30 dans cette envie et dans cette ambition Horrible d'ailleurs, hein. d'avoir voilà d'avoir le marché chinois et d'avoir des gains, des sponsors, etc. On verra jusqu'à quel point ça nous a amené cette relation avec les Chinois et du coup ce changement de propriétaire entre Berlusconi et je ne sais plus quel était le nom de notre ancien président chinois, mais voilà, c'est Monsieur Di Li, ça. Football. Monsieur Li, Et, Yongmong et- Li. et bien sûr que tout ça, ça a été rendu possible avec cette arrivée de Keisuke Honda. C'est évident, même si Keisuke Honda est un japonais, mais tout le marché asiatique a été conquis grâce à cette arrivée. Alors, on a vu que sur le sportif et sur le point de vue économique, parce que ça n'a pas eu des impacts bénéfiques économiquement parlant grandioses, l'arrivée de Honda. Mais voilà, c'est un peu à l'image du Milan, c'est des mauvais choix, c'est des paris. Sur Matrix, on paye 12 millions. Sur tous les échanges et les multiples échanges qu'on a fait avec la Juve, où à chaque fois on en est sorti perdant, les Caldara, les Higuain, les Bonucci. Mhm. Enfin voilà, on s'est retrouvé vraiment à être la poubelle des Serie A, faire des paris. Milan, sur cette Banterra, on en reviendra plus en Ouais, je viens de voir profondeur dans le chat. quand il Essien sera temps. aussi. Essien aussi qui Essien, débarque en Ess- hiver. Essien, Torres, là, tous Ouais. ces anciennes gloires, c'est des paris, c'est voilà, c'est conquérir l'Afrique. C'est Torres qui est un joueur purement marketing pour se dire on a une star à Milan, regardez Torres rebondir de Chelsea. Voilà, c'est une succession de paris, aussi bien sur les coachs avec Inzaghi, Seedorf, que sur les joueurs et les choix pour nos attaques, pour le numéro 9, pour nos défenses, pour tout ça. Il y en a qui ont réussi, hein, comme Donnarumma plus tard, mais c'est vrai que sur les ambitions court terme, bah, Milan a fait que des mauvais choix et cette Banterera, voilà, elle aura été entre 2008, je pense qu'on peut parler vraiment de prémisse de la Ouais, Banterera en en 2008, ouais. 2008. Il y a cette idée
il y a cette parenthèse est vraiment tuée par la vente de Ibra et Thiago Silva qui ne veulent pas partir, hein. Ibra le redit, Ibra l'avait dit, ouais. il n'a jamais voulu partir. Thiago Silva qui a crié son amour pour Milan pendant les 3 premières saisons où il était au PSG. Enfin voilà, c'est des choses qui Milan s'est tiré une balle dans le pied tout seul en enlevant ces stars-là, encore jeunes et pleines d'avenir au Milan de Allegri. Et Allegri a dû, à l'image de Pioli actuellement, a dû bredouiller, a dû faire des essais et voilà. Mais la bombe était amorcée. Au final, Yann, quand on voit les résultats, les problèmes financiers, on l'a dit, les paris qui ont été totalement ratés, est-ce qu'on se dit que ça y est, Milan n'est plus le grand Milan? Est-ce que ça y est, Milan est fini? Ouais, ouais, bah en fait ça te fait, je pense que là au point où on en arrive en 2013-2014, notamment je pense que notre point le plus bas à cette période c'est lorsque Allegri se fait virer où on voit qu'il a plus aucune ressource nécessaire pour faire avancer le club. Je pense que ensuite si on regarde en arrière on se dit ah on comprend un peu le comment du pourquoi, on comprend mieux pourquoi tout s'est enchaîné comme ça Mm. et du coup ça nous fait en fait on réalise vraiment que ça fait en fait depuis plusieurs saisons qu'on galère financièrement, depuis plusieurs saisons que nos choix, ben c'est des choix qui sont faits un peu à la va-vite, où on regarde un maximum sur les revenus financiers, sur le prix des joueurs, sur ces sortes de choses-là. Mais c'est vrai que sur le moment, jusqu'au point où on a, jusqu'au moment où on arrive au moment où Allegri se fait virer, je pense que personnellement, je l'ai pas forcément remarqué. Mais c'est vraiment Mm. quand tu vois gentiment les joueurs partir, le stade qui devient de plus en plus vide, tu te dis ah là ouais c'est compliqué. Et moi le moment un des moments les plus tristes que j'ai vécu, c'est je crois quand on est huitième de championnat et qu'on joue le huitième de finale face à l'Atlético. Mm. Je crois que c'est Kaka qui égalise. On perd le Ouais. 1-0 à San Siro Ouais, sur un Et corner il y qui est a mal eu, dégagé ouais. par Abaté. Et le match retour, on est mené 1-0 par Douglas Costa et Diego Costa, Diego pardon. Costa, ouais. Diego Costa, Mm. pas le même. Et Kaka égalise. Et là, on a une petite lueur d'espoir. Et ensuite, il y a le 2-1, le 3-1 qui arrive. Et là, à ce moment-là, on se dit, putain, à la 80e minute, on se dit, profite de ces 10 dernières minutes en Champions League Mm. parce qu'il faudra attendre un moment avant de revoir Milan jouer cette compétition. Et puis, Ouais. voilà, je savais que ça allait durer quelques années, ce Milan qui allait plus retourner en Champions League, mais si long, j'avais pas prévu une si longue attente. Donc, c'est un des pires moments, ça, je pense, où je me voyais ces dernières minutes en Champions League, au coup de sifflet final, je me suis dit, bah, ça va faire un moment où je vais plus voir Mm. l'hymne de la Champions League et Milan jouer avec un ballon avec des étoiles dessus, quoi. Il y a Slarim 93 qui nous dit, un peu pour conclure, peut-être aussi qu'on a trahi nos principes car tous les joueurs sont non italiens. Pour moi, je pense pas que ça soit vraiment le facteur et au contraire, je pense qu'on l'a essayé ce truc-là. On a d'abord signé Balotelli, ensuite on a signé Matri, on a signé Poli, Bertolacci, Deschilio qui venait du centre de formation, je le compte pas, mais on a quand même essayé les Italiens, Acerbi aussi, Antonelli, Agazzi. Je peux en sortir toute une liste des Cerci, des Italiens qu'on a essayé. Cerci qui faisait une bonne saison au Torino. Cherchi, ouais, on en a entendu Poli qui beaucoup, ouais. était, qui était aussi bon dans le club où il était, Bertolacci qu'on achète 20 millions aussi. Enfin, on les a essayés, les Italiens, et c'est un modèle où en fait les Italiens en Italie, déjà, ils sont payés cher, ils coûtent cher au niveau salarial, mais c'est surtout que si jamais tu veux les revendre, bah, soit tu les revends à plus bas que toi en Italie et du coup tu perds de l'argent, mais tu les revendras pas beaucoup plus cher parce que les Italiens s'exportent rarement dans les autres championnats. On a les cas de figure immobiliers à Dortmund, on a le cas de figure de Jorginho à Chelsea pour des réussites diverses, mais globalement, Balotelli à Liverpool, mais globalement, il y a voilà, des Italiens en dehors de l'Italie, ça court pas des masses. Non. Et dans cette démarche un peu de vraiment essayer un maximum d'avoir des finances pérennes, ben, on va tenter des coups marketing comme Honda pour le marché asiatique, comme Essien pour le marché africain, comme voilà, ce genre de comme Kaka pour essayer de ramener une nouvelle gloire et ramener 10 000 personnes dans le stade pour revoir Kaka à Milan. Milan est plus à la recherche de ce genre de coups, continue quand même de recruter des Italiens, on les a vus, hein, des Antonelli et tout ça, je les ai tous cités.
Mais finalement, c'est le modèle qui a finalement le moins marché. Ces Italiens, à part ceux qui sont sortis du centre de formation, qui sont nos plus belles réussites, Coutron, Locatelli, De Sciglio au début, avant qu'ils deviennent le De Sciglio qu'on connaît, Abate, Calabria, Donnarumma, c'est les Italiens de notre centre de formation qui ont apporté les plus belles choses à Milan, mais pas ceux qu'on a chopés en Division 2 comme la Padula ou comme les autres qu'on est allé chercher à Sassuolo, à Cagliari, à Bologne, etc., quoi. Il faut se dire aussi que c'était une période très très creuse pour le football italien. Ouais, En c'est vrai. 2014, la Coupe du Monde au Brésil, 2018, la Coupe du Monde, voilà. Non, mais c'est peut-être C'était une pour ça période aussi. c'est dans l'ADN du club. On le sait d'avoir des joueurs italiens. On a voulu perdurer avec cet ADN, continuer à recruter italien. Mais Ouais. malheureusement, le football italien de Aucun s'est ces imposé. quelques années, bah oui, autre que c'est imposé parce qu'aucun avait le niveau. On a vraiment eu Aucun une avait le période niveau. très très creuse au niveau du football italien qu'on retrouve Même peut-être. Montolivo, qui après l'Euro 2012, qui sortait d'une très bonne saison à la Fiorentina, où il était capitaine, et vraiment où pendant le mercato, on s'est dit, lui, ça va être pas le Le futur nouveau Pirlo. Pirlo, mais il y avait Voilà, quand même beaucoup mais d'attentes en il y avait Italie de envers l'attente lui. sur Montolivo parce que c'était un joueur très surcoté en Italie, etc., qu'on prédisait un bon avenir. Bon, on a vu à Milan, il a eu deux, trois éclairs de génie, mais globalement, Montolivo, c'est quand même très, très, très décevant. Ouais, Et très décevant. pourtant, eh ben voilà, c'est le premier de ces joueurs italiens qu'on a payé cher, qu'on a mis tout de suite titulaire. Et très vite, en fait, Montolivo a eu quand même un crédit assez monstrueux, mais parce que faute de mieux aussi dans le milieu de terrain milanais. Mais voilà, on l'a essayé, je pense, ce format, il a vraiment pas marché. Et voilà, et du coup, Balotelli aussi, Balotelli, parce que mine de rien, Balotelli, on est dégoûté qu'il parte à Liverpool. Je me rappelle, il y a un match amical pendant cet été-là, Milan-Liverpool, et on voit Balotelli s'amuser avec Sacco, discuter, etc. Et Balotelli fait ses valises 10 jours après pour Liverpool. Donc, je sais pas ce qui s'est tramé dans les vestiaires ou dans les tribunes entre Galliani et les dirigeants de Liverpool, mais il y a ce truc-là aussi où Balotelli, à l'image d'Ibrahimovic, bah, c'est un très court passage à Milan, de belles choses, mais en fait, on nous l'enlève très vite, Balotelli. Et qui sait ce que Balotelli, s'il serait resté à Milan, ce que ça aurait donné le visage du Milan sans Matri, sans avoir à aller chercher un Menez et un Torres au mercato d'après, sans aller devoir chercher un Bacca et un Luis Adriano 2 ans Hum. après. Enfin, voilà, c'est tout. Milan a manqué de stabilité parce qu'il a voulu se presser dans cette reconstruction. Après, là, on dévie un peu sur le sujet de la Banterera. On fait un peu du traitement de la Banterera, mais voilà. Je pense que le mal était fait avant, en 2014, après le départ de Allegri, qui a ensuite a fait des merveilles à la Juve. Hein. Il gagne Ouais, tout à la clairement. Juve Ouais. en remplaçant Antonio Conte, donc ce qui prouve que c'était quand même un très bon entraîneur et que Allegri, je pense, n'était pas malheureux non plus de quitter ce Milan-là parce qu'il allait vraiment s'enliser et ne pas pouvoir bénéficier de la carrière dont il aurait mérité et qu'il a eu Et au à la final, ouais. Juventus. Ouais. Ok, bon messieurs, l'émission elle touche à sa fin. Merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous ce soir. Ouais. On se retrouve dans 2 semaines et dans 2 semaines, messieurs. Regardez bien la date parce que l'émission pourrait peut-être avoir un rapport avec cette date. Donc on compte sur vous dans 2 semaines pour être avec nous. Merci beaucoup Yann et Guillaume d'avoir été Merci là beaucoup ce à toi, soir. Merci Adrien. à Très toi, intéressant en tout cas encore pour clôturer justement les prémices de la Banterera. Donc nous on se retrouve voilà, dans 2 semaines. N'hésitez pas à nous suivre hein, sur les différents réseaux, que ce soit sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram et le Et site Nostro aussi, hein, que ce soit Milan. Milan Actu et Nostro Solo Milan ce Milan. week-end. Et nous on se retrouve bah, voilà, ce week-end aussi pour le débrief. On joue qui, je ne sais plus. Parme. Parme. Parme Ouais. exactement. Et on se retrouve pour l'apéritivo dans 2 semaines. Ciao les gars, bonne soirée à vous. Bonne Et à ce week-end. soirée. ciao Salut. tout le Merci. monde, merci à tous.